Welcome to Forever, man. Let's go. This right here for Rev. Ce film, il nous est venu un petit peu comme une évidence. On avait envie de traiter un certain nombre de sujets qui nous concernent, raconter notre histoire surtout, donc de la meilleure façon. Et comme on a une histoire un peu amusante et profonde à la fois, l'idée c'était vraiment d'amener un sujet un peu pris avec dérision, rire de ça, rire de nous en fait. C'est ça qui était le plus important, rire de nous. On ressentait une nécessité à devoir raconter cette histoire avant de pouvoir passer à autre chose, parce que c'était une façon de tourner une page, de fermer un peu le chapitre sur notre enfance et sur le rapport qu'on entretenait avec les films à ce moment-là. À travers nos personnages, on avait envie de retranscrire la vision du cinéma qu'on avait à cet âge-là. Et le film, dans sa globalité, pour nous, ça représente un petit peu la fin de cette période-là. Et du coup, une forme de conclusion, en fait. Ouais, on avait besoin de faire ça avant de pouvoir passer à autre chose. Et voilà, 7 ans après, la fine équipe, presque au complet. À la base, l'idée, c'était simplement de réunir tous les copains, toute la bande avec qui on avait tourné auparavant, et de refaire quelque chose ensemble. Et puis, à partir de ça, on a commencé à développer un petit peu le film, et on s'est rendu compte qu'on avait une histoire à raconter avec ces films-là, avec cette bande de copains-là. Et voilà, une histoire qui pouvait aller au-delà de simplement notre bande de copains et qui pouvait toucher en fait tous ceux qui ont travaillé, qui ont développé des projets artistiques en fait avec leurs potes et qui se confrontent à un moment à la réalité de la vie, quoi. Le fait d'avoir utilisé la lueur d'espoir pour raconter notre histoire, en fait, c'est encore une fois assez évident, c'est que pour nous, c'était vraiment, je pense, le film qui représentait le mieux notre naïveté. Déjà, de par ces personnages hyper caricaturés, c'est vraiment des stéréotypes. Le choix des costumes avec d'un côté un samouraï vengeur, renégat, un fou, un politicien. Enfin, vraiment, c'était... je crois que c'est le film le plus racoleur qu'on ait fait et qui représentait le mieux notre naïveté en fait. Donc pour raconter notre histoire de deux personnages perdus un peu dans l'enfance, c'était évident. Avec le recul, je me dis qu'on était peut-être un peu trop sûrs de nous. Le choix du titre, le film initiatique, c'était vraiment pour faire écho à l'intrigue du film. C'est-à-dire que nos deux personnages ils vivent un voyage initiatique. C'est-à-dire que nos personnages, au début et à la fin du film, ne sont pas les mêmes. Clairement, ils ont grandi et en fait, ils ont affronté ces épreuves, ces expériences qui leur ont permis de devenir adultes, en fait. C'est ça ce qui se passe à la fin du film. Et ces épreuves-là, ils les vivent à travers la réalisation et enfin l'échec, du coup, de la lueur d'espoir. Et donc, en fait, le voyage initiatique se fait à travers ce film-là. Donc, le film initiatique, c'est pas le documentaire en soi, c'est la lueur d'espoir. Alors on a fait un documentaire parce que ça permettait de faire de la fiction, tout en bénéficiant du format que propose le documentaire. Pouvoir jongler justement entre des interviews, entre du making-of, entre les parties, on va dire, un peu plus... les parties fiction, les parties remake du film. Et donc ça nous donnait cette liberté-là au niveau de la construction du film. Et puis aussi le simple fait qu'on avait déjà toute cette matière première, en fait, tous ces vieux films, ces archives, ces photos, qu'on pouvait utiliser pour situer l'environnement et pour définir les personnages. Déjà, on ne voulait pas faire un documentaire sur nous, c'était pas le propos. On voulait vraiment raconter une histoire fictive, en se basant forcément sur notre propre histoire. C'est vrai qu'on s'est construit en fait autour des tournages, autour des projets qu'on a fait. Et du coup, c'était assez naturel en fait de raconter notre histoire autour d'un film, montrer ce qui se passe en fait hors champ caméra pour raconter notre histoire. Rebooter la lueur d'espoir, c'est un projet qui me tenait vraiment à cœur. Je savais qu'on tenait un truc avec cette histoire. L'intrigue du film, c'est de la pure fiction. Maintenant, tout ce qu'on voit dans les 5 premières minutes du film, donc quand on raconte notre histoire avec Maël, tout ça c'est vrai. Donc les archives qu'on voit des vieux films, les photographies de quand on est enfant,
Et puis tout simplement la relation qu'on a, ou même que Maël a avec ses frères, enfin tout ça c'est... Toutes les fondations en fait, du récit sont vraies. Donc la fiction c'est de rebooter La Lueur d'Espoir, parce que La Lueur d'Espoir c'est un vrai film qu'on a fait quand on avait 15 ans, avec lequel on entretient un rapport assez particulier. Ça a toujours été un film assez spécial pour nous. Et donc en fait, imaginer cette histoire, c'est de la fiction, mais c'est quelque chose en fait qui aurait pu se passer si on n'avait pas évolué mentalement depuis nos 15 ans, quoi. Si on avait été toujours dans ce même état d'esprit, ça aurait été quelque chose de tout à fait plausible. Ça aurait peut-être pu arriver dans un univers parallèle. Mais heureusement, non. On a donc démarré la réécriture de La Lueur d'Espoir en mars. Le film, le scénario, on a vraiment passé 2-3 mois dessus sur l'écriture. Mais le tournage, la préparation s'est déroulée vraiment sur le dernier mois, un mois avant, je pense. Et c'était assez compliqué parce que voilà, tous les gens qui ont travaillé sur le film sont bénévoles. Donc il fallait arriver à matcher avec les employés de temps de tout le monde. Donc c'était assez compliqué. Mais après, le tournage s'est très bien passé. On a tourné sur 3 semaines, ce qui était assez short, mais on s'en est sorti. Pas vous mentir qu'il y a eu quelques événements rocambolesques sur le tournage, des accessoires qui se pètent, comme le katana par exemple, en fait des trucs qui montraient qu'on était en train de refaire La Lueur d'Espoir, parce qu'en fait on avait les mêmes problèmes qu'à l'époque, quoi. Donc c'était vraiment une mise en abîme. Mais à part ça, tout s'est très bien passé, et voilà, on est très contents. L'un des challenges principaux du film, c'était d'essayer de retourner à l'identique des scènes du premier film. Et forcément les adapter en mieux pour que ça ait l'air un petit peu plus professionnel. Donc il a fallu qu'on cherche des lieux de tournage et ça n'a pas été toujours facile, notamment la scène de la cave, parce qu'à la base c'est un lieu de tournage, on avait tourné dans la cave de mes parents en fait, hein, c'est une sorte de grenier un petit peu. Et voilà, puis du coup on a cherché, on est tombé sur cette cave là qui avait exactement la même arche que la première, donc on était super emballés. Moi, je pense que la problématique principale du film, c'était de rendre notre documentaire crédible. Donc c'est vrai qu'on a fait un certain nombre de choix de mise en scène pour aller dans ce sens-là, en fait. Déjà, on a fait le choix de travailler avec 2 caméras. Une caméra plus professionnelle pour tout ce qui est fiction, et une caméra plus amateur pour les parties making-of. L'idée, c'était vraiment de dissocier, en fait, la partie fiction de tout ce qui concerne le réel, donc le making-of. On a aussi fait le choix de très peu découper en fait les parties making-of. L'idée c'était vraiment de retranscrire un peu quelque chose de réaliste, comme s'il y avait une caméra qui était là embarquée sur le tournage et qui filmait en fait ce qui se passait, et de faire rentrer en fait un petit peu le caméraman dans la diégèse du film. C'est pour ça qu'il y a pas mal de séquences dans le film en fait où il y a carrément un coucou caméra où on interagit en fait avec la caméra. Enfin voilà, un certain nombre de choix, un peu dans cette optique-là, même je pense à l'étalonnage où on essaie de vraiment marquer le coup entre la partie fiction beaucoup plus sombre et tout ce qui va être de l'ordre du making-of et du documentaire, où là on a une image un peu plus... avec disons moins d'intention dans la colorimétrie. L'une des grandes questions aussi qui s'est posée au moment du montage, c'est la musique, en fait. Parce qu'on avait... déjà, on est sur un format un peu particulier, un peu hybride. Donc trouver un compositeur qui puisse nous faire des types de musique très différentes, très variées, ça allait être un peu compliqué. L'idée pour nous, c'était vraiment d'essayer de se donner cette liberté de pouvoir partir dans des musiques que ça soit assez douce et en même temps hyper racoleuse. Le tout dans un même film en fait, avoir plusieurs univers, parce que c'est déjà ce qu'on faisait quand on était gamin. On récupérait des musiques de grands compositeurs comme Hans Zimmer ou Ennio Morricone, et c'est comme ça qu'on illustrait un peu nos films. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui c'est plus compliqué. Donc on a récupéré des musiques en fait sur une plateforme de musique libre de droit pour pouvoir se laisser vraiment cette liberté d'avoir des choses hyper variées en fait. Ah bah c'est une page qui se tourne, hein, c'est sûr. Après, je pense qu'il faut plutôt prendre ça comme une étape et non comme la fin de quelque chose. Parce que Mel a toujours fait des films avec nous quand on était petits, bien avant que Greg arrive. Et je pense qu'il continuera avec ou sans lui.
Je pense que le film s'adresse un peu à tout le monde, mais surtout en fait à tous ceux qui ont réalisé des trucs entre potes. Je parle pas forcément de films, hein, ça peut être des projets artistiques, de la musique, ça peut être une boîte, j'en sais rien, tu vois. Mais en fait, ouais, c'est cette période un petit peu de l'adolescence où tu fais des trucs avec des potes et tu te régales, c'est hyper confortable parce qu'en fait tu te confrontes jamais vraiment à la réalité de la chose, tu vois. Par contre, arrive un jour où voilà, tu dois un peu prendre cette décision si tu veux vraiment persévérer là-dedans. Et si c'est le cas, en fait, il va falloir sacrifier certaines choses et le confort que tu as de faire ça avec tes potes, de s'imaginer faire des salles, faire ce genre de trucs, ça doit disparaître et maintenant il faut que ça devienne du travail, tu vois. Donc je pense que ça s'adresse un petit peu à tous ceux qui ont déjà créé et qui ont échoué aussi, hein. Ça parle aussi d'échec, le film. Mais que voilà, l'échec c'est pas du tout une fatalité, et que c'est un passage obligé vers la réussite et qu'il faut constamment prendre du recul sur ce qu'on fait, avoir une autocritique pour pouvoir avancer parce que sinon on va droit dans le mur. Bon, le message du film, clairement, c'est pas de dire aux gens arrêtez de rêver, arrêtez de créer des choses ensemble. Au contraire, il faut y aller, il faut faire des choses ensemble, il faut pas avoir peur. Maintenant, faut pas toujours se prendre trop au sérieux parce que c'est là où il y a des choses fâcheuses qui arrivent, notamment des amitiés qui se brisent. Le film initiatique, pour nous, c'était vraiment de tourner une page et de dire maintenant, ça y est, on passe à autre chose. En fait, on arrête de faire des films faits un peu à l'arrache avec les copains. Je pense qu'on a exploré un petit peu tout ce qu'on pouvait faire et tout ce que nous proposait l'amateurisme et que maintenant, on a envie de passer à des choses plus pro, donc à des choses qui sont financées en soi. C'était la dernière révérence de ce genre de film, de ces univers, et puis maintenant, les prochains projets ils seront diffusés, on l'espère.